Bonjour tout le monde, bienvenue à la première chronique du Paperman de 2018. Alors, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2018, santé et bonheur, et beaucoup de lecture. Et d'ailleurs, la lecture va vous permettre d'être plus heureux en partant, et bien entendu de développer votre santé, parce que oui, ça a été prouvé que la lecture développe énormément le cerveau. Alors, quand notre cerveau va bien, tout va bien. D'ailleurs, on devrait prendre davantage de temps de développer notre cerveau. Alors, les gens, souvent, développent beaucoup les muscles. On devrait développer notre cerveau. Alors, bonne et heureuse année 2018 à tout le monde. Pour ma première chronique, petite chronique très facile, je vais vous parler des nouveautés romans, BD, documentaires qu'on a reçus à la bibliothèque. Pas tous, seulement les nouveautés que j'ai décidé de vous parler, celles que je trouvais qui avaient plus de sens à mes yeux, puis je pense qu'ils vont être quand même assez populaires. Et bien entendu, je vais répondre à vos questions, vos commentaires, vos suggestions en direct, comme d'habitude. Et en deuxième partie, je parlerai de ma première lecture officielle BD, qui est la BD 3 Chris de Denis Bajram et de Valérie Medjan au scénario. Alors, je vais vous parler de ça. Ce ne sera pas juste à la fin, parce que je vais en parler un petit peu, mais pas énormément parce que j'ai seulement fait une lecture, mais je vous expliquerai pourquoi. Alors, il y a Simon qui me dit « Bonne année, grand nez ». Alors, bonne année, mon cher Simon, bonne année à toi. Une année remplie de bonheur et de santé, mon cher Simon, et de beaucoup de dessins. On en veut, Simon. Mon ami Yann qui me dit « Bonne année, merci, gros B, bonne année à toi aussi. » Yann Richard, qui est un fidèle auditeur. Et puis, je vous rappelle que je suis en direct. Alors, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas d'effets spéciaux. Ce n'est que moi et vous. Alors, on se parle, c'est entre nous. Quelques nouveautés qu'on a reçues à la bibliothèque. Je vais commencer par une grosse nouveauté. Un gros truc que j'avais vu il y a quand même assez fort longtemps. Je l'avais d'ailleurs partagé. J'attendais qu'il soit disponible. Je sais que mon ami Yann Richard qui nous écoute l'a acheté. Et bien entendu, je parle de la Bible de Dragonlance qui est juste ici. Alors ça, mes amis, Dragonlance, c'est le premier cercle d'une série romanesque vraiment de médiéval fantasy extraordinaire. C'est la base de Donjons Dragons. À l'intérieur de ça, on a 3 magnifiques livres. On a les 3 premiers. On a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et je me souviens plus des noms. Je vais le dire. Je vais essayer de le trouver. C'est Dragon d'un crépuscule d'automne, Dragon d'une nuit d'hiver et Dragon d'un autre de printemps, qui est fait par Margaret Wise et Tracy Hickman. Alors ici, on a vraiment une nouvelle édition de ces 3 livres-là qui, à l'origine, étaient publiés chez Fleuve Noir, parce que la majorité des romans de Donjons Dragons ont été publiés chez Fleuve Noir. Mais ça commence à être difficile de trouver ces romans-là. Et la collection Milady, la maison d'édition Milady, ont fait un intégral, mais vraiment magnifique. Pas très dispendieuse. On parle d'un intégral qui coûte environ 80 $, mais on vous rappelle qu'on a 3 livres à l'intérieur. Alors, 3 quand même bouquins qui sont un peu la base de la mythologie de Donjons Dragons. La Dragonlance, c'est vraiment un monde extraordinaire que plusieurs vieux gamers connaissent. Alors, les livres ont été écrits dans les années 80. C'est vraiment un incontournable de la fantasy, ces 3 bouquins-là. Et puis, cette nouvelle édition-là est extraordinaire avec une belle tranche dorée, super beau. Magnifique couverture en forme de dragon. On dirait vraiment des écailles de dragon. Là. Je vous lis pas la 4e de couverture parce qu'il y en a pas. Je vous lirai pas non plus le résumé. Mais je vous l'ai dit, c'est vraiment la base de la littérature fantasy. Une des bases de la littérature fantasy. Il y a Yann qui me dit, Sylvain qui me dit en direct, une bien belle bibliothèque. Oui, c'est vrai. On a chanceux d'avoir ici au Cégep une des plus belles bibliothèques collégiales selon moi. Puis, un merveilleux livre, c'est parfait. C'est vrai que c'est un très beau livre. Alors, ça va être disponible bientôt à la bibliothèque. Et puis, à mon ami Franck de la France qui nous salue. Alors, salutations à mon cousin cosmique, mon jumeau cosmique, comme on l'appelle. Alors, magnifique livre. On lit ça. On est dans la pleine folie de Star Wars. L'épisode 8 vient juste de sortir, ça fait quand même quelques semaines. On en entend parler partout, en bien ou en mal. Là. Souvent, c'est plus en mal ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Mais n'empêche que, à moins de vivre dans une caverne, je pense que tout le monde entend parler de Star Wars. Et on a sorti une nouvelle
une nouvelle biographie sur George Lucas, juste ici, par Brian J. Jones, qui vient juste de sortir. Alors, enfant de Modesto, petite ville californienne, George Lucas est sans aucun doute l'incarnation de la réussite américaine. Qu'importe les obstacles, les détracteurs, tout est possible tant qu'on y croit. Une chance pour les millions de fans qui a fait rêver à travers le monde de la naissance de Star Wars, la création d'Indiana Jones, en passant par American Graffiti. George Lucas y a cru. Ce qu'il faut savoir que George Lucas a travaillé également sur Indiana Jones, hein. Il n'y a pas seulement sur Star Wars. Et puis, c'est une magnifique biographie, très bien documentée, sur le créateur qui est George Lucas. Parce que George Lucas est un immense créateur qui a créé un univers complexe et très bien développé. Et puis, je pense que c'est une bonne façon de plonger un peu la tête dans de plonger dans la tête du créateur pour savoir comment il a réussi à tout penser à ça, comment il a réussi vraiment à développer ça. C'est quoi les embûches qu'il y a eu également? Parce que Star Wars, ça s'est pas fait en claquant des doigts, là. Il n'est pas arrivé dans une maison de production puis il a dit « Hey, j'ai un super bon film, je vous garoche, puis on le produit, il n'y a pas de problème. » Non, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de réécriture scénaristique, il y a eu beaucoup de problématiques, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des contrats, au niveau des produits dérivés. Alors, c'était pas facile. Et puis, je pense que ça, ça nous permet peut-être d'avoir un éclairage plus précis, vraiment, sur ce que George Lucas a fait dans sa carrière. Puis, c'est quand même un grand créateur. Bon, certaines personnes me diront que maintenant, il a l'air un peu imbu. C'est un peu dans sa personnalité, mais ça reste quand même que c'est un grand créateur. Il y a Simon qui me dit « J'ai lu pas mal de Dragonlance, je viens de découvrir Warhammer. » Effectivement, je suis en train de lire de Cochrane et Félix, qui est dans les livres également de Warhammer. Warhammer se divise en deux parties. Vous avez Warhammer et Warhammer 40 000 qui se passe dans le futur, mais ça reste que c'est dans le même univers. Le Warhammer que Simon nous parle, c'est le Warhammer Fantasy. Alors, Warhammer qui a été fait en BD, qui a été fait en roman, qui a été fait en jeu de rôle, mais à la base, c'est un jeu de plateau, comme Warhammer 40 000 aussi. Alors, oui, Gotran et Félix, c'est comme des personnages qui sont iconiques dans ce monde-là. Puis Warhammer, c'est une très belle série qu'on a beaucoup de difficultés à avoir en français, malheureusement, ici au Québec. C'est la maison Black Edition, je crois, qui le produit, puis on a la difficulté de les avoir. Mais la licence a changé de main souvent aussi. C'est bien, bien compliqué. C'est compliqué, mais c'est plate parce qu'il y a eu énormément d'écriture et de développement dans ces univers-là. C'est vraiment sublime comme univers, puis on n'a pas accès à tout ici au Québec. Alors, d'ailleurs, j'étais censé faire un article là-dessus sur Warhammer 40 000, mais je ne l'ai pas fait pour ça, parce que c'était excessivement compliqué de proposer des livres que je n'étais pas capable d'avoir moi-même. Alors ça, je trouve ça un peu désolant de dire « Hey, le Résidorus, Warhammer 40 000, c'est super bon, c'est 12 livres, c'est écœurant, mais il ne faut pas les avoir. » C'est un petit peu poche. Je continue dans un petit livre que j'ai trouvé à la librairie. On sait, la culture geek, la culture populaire est excessivement populaire. Présentement, tout le monde en parle. Tout le monde est un peu geek maintenant. Là, quelques années, c'était pas in d'être geek. Maintenant, c'est in. Ça va peut-être un retour de balancier à un moment donné. Mais on va espérer que non. Planète Geek. Juste ici, 500 destinations incontournables pour les geeks. Alors, lieux, cultes, musées insolites, repères des fans. Alors, fans de jeux vidéo, de séries, de jeux de rôle, de fantasy, de manga, d'informatique, préparez vos valises. Le Planet Geek vous recommande 500 lieux aux quatre coins du monde pour nourrir votre passion. Paysages insolites, ayant même inspiré l'univers des sagas mythiques, conventions de fans, restaurants, des thèmes, des lieux, des tournages, des parcs d'attractions, des stades. Tout est à l'intérieur de ça. C'est vraiment, vraiment un beau livre. Et on le divise par catégorie vraiment super intéressant. Alors, les lieux d'horreur, les voyages dans le retour du futur, les lieux pour les Highlanders, les zombies, les livres par rapport à Star Wars, les lieux par rapport à Star Wars, les lieux cultes. C'est vraiment super bien fait. Un très, très beau livre. Je suis très content de l'avoir. Puis ça nous permet vraiment de planifier peut-être des petits voyages geeks, pourquoi pas, hein? Je veux dire, ça va peut-être être une nouvelle tendance des agences de voyage, des voyages geeks, pourquoi pas. Alors, un très beau guide. Je pars en BD de Maranzano et de Ponzio. Maranzano au scénario et Ponzio au dessin. Jean-Michel Ponzio qu'on a connu avec Protocole Pélican, le Complexe des chimpanzés,
et j'en passe, là, Expérience Sport, entre autres, avec Denis Bajram, est un dessinateur extrêmement réaliste, que j'adore. C'est un style que j'adore. C'est pas un style qui plaît à tout le monde. Je peux essayer de vous montrer un exemple de dessin. Je vais essayer de le mettre droite, là, parce que c'est full pas droite, là. Alors, moi, j'aime bien ce style-là. C'est pas mon style favori, mais j'aime bien ce style-là. Et puis, on a quand même Maranzano au scénario qui a écrit beaucoup de choses. Donc, récemment, les 3 fantômes de Tesla qui a eu énormément de succès. Et il a travaillé également avec Ponzio sur le complexe du chimpanzé. C'est-tu le complexe du chimpanzé? Oui, il me semble que oui. Alors ici, on a vraiment une histoire qui se passe dans le futur, mais on revient pour comprendre. Alors, ça se passe dans une guerre civile. C'est une autre fois, c'est un monde qui est dystopique. Alors, c'est un monde dans le futur qui ne va pas bien. Alors, vous remarquez que la science-fiction, des fois, c'est très lourd. Hein? On a tout le temps tendance que ça va aller super mal dans le futur. Peut-être que ça va être totalement le contraire. Peut-être qu'on va vivre dans un monde comme dans Star Trek. Mais la majorité des gens qui écrivent de la science-fiction voient toujours le futur très, très sombre. Alors ici, ça ne fait pas exception. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la combinaison des deux. Je trouve qu'on a une très belle histoire qui est bien expliquée, qui est bien développée, puis le dessin est sublime, est vraiment très, très beau. C'est le tome 2. On a déjà le tome 1 à la bibliothèque. Le tome 2 va être disponible bientôt. Alors, est-ce qu'il va en avoir plus? Je crois que oui. Et c'était pas indiqué que c'était seulement une série de 2. Alors, c'est à lire. J'ai très, très hâte. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour Torgal. Qui n'aime pas Torgal? Je veux dire, quand on est amateur de BD, on aime Torgal. Je vous avais déjà expliqué que le monde de Torgal, malgré le fait qu'il ne soit plus écrit par Jean Van Damme, qui a laissé sa place en tant que scénariste principal et qui a dit récemment que tout ce qui avait été fait après lui, ça valait rien. Mais je suis pas d'accord avec lui, mais c'est dans le style du monsieur. On a vraiment divisé le monde de Torgal en plusieurs séries. On a la série principale qui est comme la ligne directrice. On a Crise de valeur qui est la ligne connexe qui va se regrouper sur la ligne directrice un peu plus tard. On a Louvre qui est la fille de Torgal. Et on a cette série-là qui est la jeunesse de Torgal qui nous explique vraiment comment Torgal est arrivé, comment Torgal a vécu, s'est développé. Alors, c'est le nouveau tome. Alors, c'est le tome 5 de la jeunesse de Torgal. Là, je mets mes lunettes. Comme ça, j'ai l'air beaucoup plus intelligent. Alors, c'est Slide, juste ici. Enfant des étoiles recueillis par les Vikings, soumis à la colère des dieux et à la jalousie des hommes, Torgal n'a de cesse de parcourir le monde pour trouver la paix, la liberté pour lui et ses proches au fil de ses voyages, amis et ennemis. Croise sa route, ce sont les aventures de ses personnages, tantôt attachants, tantôt inquiétants, ainsi que celles des membres de sa famille que vous pourrez désormais découvrir dans les mondes de Torgal. Alors, c'est vraiment une très belle BD, c'est une belle série. Je trouve que c'est bien développé. C'est de Rouzenko au dessin et de Yann au scénario, juste ici, alors, dans le monde de Torgal. C'est pas nécessaire de tout lire, Torgal. On peut se contenter de lire la ligne directrice. Mais si vous voulez vraiment avoir l'ensemble de l'œuvre, je crois que c'est important de bien lire toutes les séries connexes. Ça dépend toujours de ce que vous recherchez dans votre lecture ou dans votre ce que vous recherchez personnellement. Je prenais un exemple, récemment, j'avais une discussion avec un de mes amis sur Star Wars, entre autres, en disant que c'était beaucoup développé au niveau des univers de la BD, puis qu'on pouvait se contenter d'aller voir le film, ce qui est tout à fait bien, d'avoir l'image, mais si on voulait vraiment comprendre, il fallait qu'on s'enrichisse un peu de tous les éléments de l'univers étendu. Mais Torgal, c'est un peu ça aussi. On peut se contenter de la série principale, mais pourquoi ne pas aller un peu plus loin puis de vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé autour. Et je pense que les scénaristes font un très, très bon travail pour rendre tout ça cohérent. Alors, Torgal, juste ici. Alors, c'est une belle nouveauté. La jeunesse, le tome 5. C'est ça, le tome 5. Pas que je me trompe. J'en avais parlé Omnibus. Omnibus, c'est une maison d'édition qui refont les grands classiques, mais en intégrale. Récemment, j'ai acheté le Sherlock Holmes, pas les romans de Sherlock Holmes, mais les aventures de Sherlock Holmes, les nouvelles de Sherlock Holmes en Omnibus. Et là, ils nous ont sorti un magnifique coffret sur les premières aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leplan, qui est juste ici. Alors, vous allez pouvoir découvrir une œuvre sensationnelle appelée Un retentissement énorme, les surprenants, mystérieux, inattendus, original et passionnants d'aventures du génial escroc Arsène Lupin, dont la qualité et la chance infernale dépassent tout ce que nous savons jusqu'ici des tours de force les plus extravagants des grands aventuriers. C'est une magnifique
maisons d'édition qui ont sorti des magnifiques omnibus. On parle de coffret à 62 $ avec vraiment là, énorme. Là. C'est une brique. Là. Et on a à l'intérieur tous les aventures d'Arsène Lupin illustrées en plus. Je veux dire, c'est une collection extraordinaire que Omnibus nous a faite là. Arsène Lupin, c'est un personnage iconique de la littérature française. On ne peut pas passer à côté de ça. Quand on a la chance d'avoir vraiment un livre comme ça, sous la main, à ce prix-là aussi, un prix quand même assez dérisoire, on saute dessus. Puis l'avantage de ces livres-là, c'est qu'on n'a pas obligé les livres d'un coup. Là, je veux dire, c'est les premières aventures. T'en prends un, t'en lis un, t'en lis deux, t'en lis trois. C'est des livres qui se lisent sur plusieurs années. C'est merveilleux. Ça enrichit une bibliothèque. D'ailleurs, récemment, on voyait des articles passés sur Le Devoir qui disaient que les bibliothèques personnelles commençaient de plus en plus à disparaître. C'est vrai, je crois que il y a plusieurs facteurs par rapport à ça, là, mais c'est vrai aussi que les bibliothèques publiques offrent présentement de plus en plus également de collections, de qualité de collection générale. Puis je pense que quand on a la possibilité d'avoir des livres comme ça dans une collection, on ne peut pas passer à côté de ça. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire comme collection. Je veux dire, on a ce devoir-là en tant que bibliothèque publique, en tant que bibliothèque collégiale, d'offrir le savoir et d'offrir la littérature aux gens. Alors, des fois, c'est pas évident. Vous ne pouvez pas l'acheter, ben venez nous voir, on l'a. Rapport à Lupin, je conseillerais la BD d'Alexandre Jacob, l'anarchiste ayant servi d'inspiration au personnage de Leblanc. Alors, merci Franck de ta suggestion. Ça va être quelque chose que je vais aller voir si je suis capable de me procurer cette BD-là pour les bibliothèques. Je le ferai avec joie pour pouvoir enrichir notre merveilleuse collection. Ça, c'est un coup de cœur pour le début de l'année. C'est vraiment... c'est spécial. Je ne peux pas vous expliquer comment et pourquoi non plus. Je trouve que c'est vraiment sublime. C'est 100 brevets originaux qui ont changé notre quotidien et celui de Gaston. Alors, le livre des inventions, qui est juste ici. Alors, redécouvrir au travers d'inventions qui ont changé notre quotidien. Alors, à l'intérieur de ça, c'est toutes des inventions réelles. L'univers tendre, poétique et parfois subversif de Franquin, c'est son célèbre personnage. Cet ouvrage réunit 100 planches de brevets originaux et authentiques, le sifflet à billes de long tarin, le taille-crayon de Fantasio, le stylo de Demasqueur, mais aussi le trombone, les bouteilles de plongée ou le ventilateur, autant d'objets chers à notre cœur, et celui du plus loufoque des inventeurs, le légendaire Gaston. Alors, on sait que Gaston a inventé un paquet de trucs, mais il a utilisé beaucoup d'inventions aussi. Puis à l'intérieur de ça, ben, on a vraiment toutes les premières images, les premiers brevets. C'est vraiment sublime. C'est une lecture qui est complètement ludique, mais en même temps, ça nous permet de découvrir vraiment comment les gens ont pensé à profiter de leurs inventions. Comme ça, ici, c'est l'écran magique. C'est le fameux truc là, qu'on brasse, là. Je ne me souviens plus du nom ici au Québec. En Europe, c'est l'écran magique. C'était le télé-écran. Au Québec, c'était quoi? C'était Eh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. On le brassait et on faisait des dessins à l'intérieur de ça. Là, on voit vraiment là, tout le développement de ce fameux écran magique-là. Là, c'est vraiment sublime. Alors, on a tout à l'intérieur de ça, un paquet d'inventions comme le ventilateur, des serreurs à goupilles, des instincteurs, toutes des inventions que Gaston a pris le plaisir de faire d'évoluer, de changer un peu, de modifier. Des fois, malheureusement, ça n'a pas toujours bien fonctionné, mais c'est vraiment une très belle... C'est pas une BD en tant que tel, c'est un beau livre. Alors, c'est un coup de cœur pour moi. 100 brevets originaux de Gaston. D'ailleurs, on commémorait bien... ça fait quelques jours là, la mort, malheureusement, de Franquin, qui est probablement un des plus grands BDistes de l'histoire. Selon moi, c'est un des plus grands. Là, je veux dire, en tant que tel, là, Franquin a comme un peu réinventé la bande dessinée. Alors, c'est une belle façon de rendre hommage à Gaston et également de nous enseigner, de nous renseigner sur les inventions qu'il a utilisées pendant ses aventures. Malheureusement, le film de Gaston qui va paraître bientôt me laisse un peu froid. J'ai vu des extraits, alors je ne sais pas si ça va donner vraiment... ça va rendre justice à l'œuvre de Franquin. On va laisser la chance au coureur. Peut-être que ça va être excellent. Ou peut-être que ça va être une dompe comme
je le présume, malheureusement. Alors, on a la montre ici, là. Hein? Les premières, le US pattern de la montre bracelet, avec le petit, tout le temps des petits dessins de Gaston, juste en haut. Alors, c'est vraiment sublime, selon moi, là. J'adore ce livre-là. Je suis fanatique de Lovecraft, vous le savez. Selon moi, Lovecraft est un des plus grands écrivains d'auteurs, d'horreur ou de toute l'histoire. Super ce bouquin sur les inventions de Gaston. Ah, c'est vraiment super. Là, je veux dire, c'est un classique. Là, je veux dire, pour moi, ça pourrait être un livre de chevet. Là, tu regardes ça puis tu sais, c'est pédagogique, mais en même temps, ça te fait rire, c'est ludique. C'est toute la force de la littérature, c'est là. C'est cette littérature qui peut nous faire rêver, qui peut nous apprendre, qui peut nous faire pleurer, qui peut nous faire rire. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime la littérature. C'est parce qu'on a des livres comme ça qui nous permettent de vraiment d'avoir plusieurs sensations quand on les lit. Alors, et ça, j'en ai un magnifique livre aussi ici, là, que je crois que mes amis Lovecraftiens comme Franck vont adorer. Alors, c'est L'Appel de Cthulhu. C'est seulement L'Appel de Cthulhu qui a été dessiné, qui a été illustré par François Baranger. Alors, ici, on a vraiment l'unique, seulement la nouvelle de L'Appel de Cthulhu, qui est la nouvelle la plus connue quand même là, de Lovecraft, avec des magnifiques illustrations au niveau de François Baranger. C'est extraordinaire. Je veux dire, ce livre-là, c'est sublime. C'est une œuvre d'art que je ne peux pas qualifier la qualité de cette œuvre-là. D'abord, ça nous raconte l'histoire de Lovecraft, de Cthulhu. C'est déjà une bonne base. Et ensuite de ça, ça nous permet vraiment de la vivre et de la voir avec ces magnifiques illustrations-là. Je veux dire, quand j'ai vu ce livre-là passer, je me suis dit, on a déjà le livre de Lovecraft, bien entendu, parce qu'on a les intégrales et tout ça, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça, à côté de cette qualité d'œuvre-là. 40$, c'est pas très cher pour cette qualité-là. Je pense que c'est une bonne façon aussi c'est une bonne façon de faire connaître Lovecraft à des gens, en le combinant avec des magnifiques illustrations comme ça. On a le texte intégral traduit, bien entendu, avec ces magnifiques illustrations-là. Ça donne un petit plus, un petit kick. Ça nous permet d'aller chercher vraiment quelque chose qu'on n'a peut-être pas quand on l'a lu. Puis les illustrations de François Baranger, je crois qu'il a vraiment très bien compris l'essence même de l'écriture de Lovecraft. Quand on voit ses dessins, quand on voit son Cthulhu, là, juste en haut ici, là, on sent qu'il a compris. Là, je veux dire, on voit que vraiment c'est pensé. Il n'a pas fait ça dans un restaurant. Je dis, il a pensé, c'est développé. C'est magnifique. C'est un très, très beau livre. J'ai rien d'autre à dire. Magnifica. L'Appel de Cthulhu. Lovecraft, Baranger. Hein? Format album, mais vraiment là, un grand, grand album. Xavier et Matt, Tango, chez Le Lombard. Hein? Matt, qu'on connaît pour Le Tueur, hein, entre autres. Le Tueur que mon ami Franck Brisson m'a fait connaître, qui est probablement une des BD qui m'a le plus marqué ces dernières années. Il revient avec un nouveau scénario ici, chez Tango, que je n'ai pas lu. On vient de le recevoir, alors là, c'est vraiment du nouveau pour moi. Xavier, qu'on a connu, entre autres, pour récemment, je me souviens pas, Hiver 1709, les deux tomes qui sont extraordinaires, absolument sublimes. Ici, on y va avec un style de dessin semi-réaliste, vraiment là, parfait selon moi. Là. Moi, c'est mon style de dessin que je préfère, là, vraiment là. C'est mon style favori. Mais comme je vous le dis, je ne connais pas absolument pas l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que Matt, c'est quand même un scénariste de génie, selon moi. Là. Et puis, on va lire la 4e de couverture ensemble parce que je ne l'ai même pas lu. J'ai juste de sortir de la boîte. Alors, j'ai même pas lu la 4e de couverture. Je sais que je l'ai vu passer sur Internet puis que j'ai dit je dois l'acheter parce que Matt et Xavier ensemble, tu dis ça ne peut pas faire autrement qu'être bon. Alors, John Tango, déjà que le nom
Il vient me chercher un John Tango. Ça me semble que ça fait... J'imagine que c'est lui, d'ailleurs. On peut le voir sur la page couverture. Magnifique page couverture, d'ailleurs. Se croit à l'abri, dans son coin perdu de la cordillère des Andes. Il a refait sa vie. Mais là, comme ailleurs, tout le monde a ses secrets. Quand des hommes armés viennent agresser ses voisins et amis, Tango intervient et déclenche une succession d'événements imprévisibles. Après tout, 4 ans de tranquillité, c'était déjà pas mal. Alors, ça nous donne un peu le style, un petit peu un style de History of Violence dans le genre. Quelqu'un qui part, qui est tranquille, mais qui voit quelque chose où il n'y a pas le choix d'intervenir. Alors, j'ai très, très hâte de lire ça. J'ai très hâte. Oh, c'est vraiment des dessins sublimes. On parle quand même d'une bonne BD, là. Je veux dire, on a quand même un bon 66 pages. Et en plus, on a un très beau cahier graphique à la fin de gracieuseté des deux auteurs. Alors, pour moi, c'est un petit bonus. J'adore ça. Puis, j'ai bien hâte de le lire. Alors, ça va être ma deuxième lecture officielle de l'année. C'est sûr que c'est Tango. Alors, j'ai terminé Trois Chris, alors je vais commencer lui. Tango, ça c'est sûr et certain. Donc, je l'ai dit, ma première lecture officielle, pendant mes vacances, j'ai lu beaucoup, mais j'ai lu, comme je l'avais dit, j'ai lu Beren et Luthien, le nouveau roman de Lovecraft, pas de Lovecraft, de Tolkien, qui m'a demandé beaucoup d'efforts parce que c'était pas évident à lire, parce que c'était vraiment excessivement pour les fans. Je vous dirais que pour quelqu'un qui commence la lecture de Tolkien, qui commence avec ce roman-là, on le perd, c'est sûr et certain. Mais c'est un sublime roman qui va vraiment chercher des éléments qu'on n'avait jamais vus ou jamais lus, ou qui étaient pratiquement pas développés. Alors, c'est super, mais ça m'a pris énormément de temps à le lire, tant mieux. Et puis, j'avais décidé de commencer l'année en lisant ce livre-là, Trois Christ, juste ici, qui est par Denis Pajram au dessin, Valérie Madjen au scénario et Fabrice Naud qui a également travaillé sur ce roman-là, sur cette BD-là. Et puis, BD, c'est le BD, mais c'est un peu spécial, je vous dirais. Récit complet en 3 variations. Alors, la première variation est Dieu existe. La deuxième variation est Dieu n'existe pas. Et la troisième variation, Dieu est radioactif. Paris, 1353, les fidèles de Liré, un petit village champenois, vénère pour la première fois ce qui va devenir la relique la plus célèbre et la plus controversée de la chrétienté. Le Saint-Suaire, l'incueil qui aurait enveloppé le corps du Christ à la descente de la croix. Luc, un jeune sculpteur, se trouve à Liré en cette période pascale pour y finir une œuvre commanditée par le seigneur de Charny, un chevalier respecté et influent qui vient de financer la nouvelle église collégiale. Il ignore encore quel sérieux ennui va lui attirer son talent de sculpteur. Trois Christ, c'est 3 fois cette même semaine sainte de 1353, 3 fois les mêmes personnages qui évoluent dans les mêmes lieux, 3 fois le Saint-Suaire qui apparaît enfin au grand jour. C'est très difficile à expliquer comme concept. Je vais laisser la scénariste vous l'expliquer. Si vous me permettez. Juste ici. Amis lecteurs, vous allez découvrir que Trois Christ est un véritable puzzle. Chacune des 3 parties utilise le maximum d'images et de textes provenant des 2 autres. Ceci pour montrer qu'avec la même matière, on peut raconter tout et son contraire. Les pages d'album sont agrémentées de petites notes dans les bulles et au pied des cases. Le plus courageux d'entre vous pourront ainsi en consulter la table des notes qui est au début de chaque partie. Retrouvez les autres citations des textes et images dans l'album. Et pour ceux qui voudraient explorer ces citations croisées de manière plus interactive, on peut se rendre sur le site. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 3 fois la même histoire, 3 fois les mêmes dessins, mais avec les mêmes textes, mais l'histoire est racontée différemment. C'est sûr que c'est compliqué parce que on a vraiment énormément de références. Je vous donne la page de référence de la première variation, Dieu existe, juste ici. Alors, tout ça nous indique les références au niveau de la lecture. On peut lire cette BD-là de plusieurs façons. La première façon de la lire, c'est de lire les 3 histoires puis d'en profiter le maximum. Ou on peut vraiment rentrer dans le jeu des auteurs
puis de prendre le temps d'aller voir les références et de voir comment l'histoire évolue par rapport à chaque variation, ce qui est quand même assez compliqué parce qu'on a plusieurs références à aller voir. J'ai beaucoup aimé ce style-là, j'ai beaucoup aimé cette approche-là, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé ça vraiment spécial. C'est pas évident, c'est sûr que si ça prend un effort continuel d'aller toujours dans les notes. D'ailleurs, je pense que ça aurait été plus facile, j'aurais eu 2 BD, une page, ou faire imprimer la page de notes, puis de pouvoir aller voir les images. L'histoire reste une histoire qui est quand même assez basique, assez simple, mais je pense que toute la profondeur de cette histoire-là, c'est la variation des 3 thèmes. Alors, Dieu existe, Dieu n'existe pas, et Dieu est radioactif, avec les mêmes personnages, les mêmes images. Je trouve que c'est vraiment une façon haute d'amener la BD. Et puis, j'ai adoré ça. Premièrement, le dessin de Denis Bajram. Écoute, couleur directe. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai une admiration pour M. Bajram, premièrement pour son travail de BDiste, mais également pour son travail au niveau de la BD en général, mais ici, au niveau du dessin, là, c'est difficile pour moi d'expliquer mon admiration, là. La qualité des images, la qualité le jeu entre l'ombre et la lumière, la première case, là. Regardez la première case en haut, là. T'sais, on commence la BD avec ça, là. Je veux dire, c'est extraordinaire, là. Je veux dire, le jeu des lumières, le jeu des ombres, le jeu des détails et tout ça, pour moi, c'est juste magnifique. La coloration, je veux dire, la coloration, regardez ça. La lumière qui rentre dans l'église avec la coloration, les ombres. Écoute, on a vraiment super. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement que dire wow. Puis, le scénario, ben, ça passe toujours autour du Saint-Suaire, de Turin, bien entendu. Puis, on a des variations par rapport à ça. J'ai adoré cette BD-là, mais comme je le dis, je pense que je vais être obligé de la relire une deuxième fois pour bien comprendre tout le concept. Parce que après une première lecture, ce que j'ai fait, c'était vraiment de lire les 3 histoires, puis m'imprégner des dessins, m'imprégner de l'histoire, avec quelques petites références. Mais là, je veux vraiment rentrer dans chaque case, où ils sont allés chercher les références et tout ça. Alors, je vais refaire une deuxième lecture, mais c'est une très, très, très belle lecture. Chez Chicadran, Astrolabe, je pense que ça date quand même de quelques années. Je vais vous dire la date officielle. Alors, le Thébo légal, il y a 2010, fait que ça fait quand même un bout. Mais j'ai adoré ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Il y a Simon qui me dit, petite question, est-ce que tu connais Douglas Adam? Bien oui, le Guide Galaxy. Ça, c'est sûr et certain. Je connais le guide, le Indiana Guide of the Galaxy, mais pas Dick Jungle Holistic Investigation, non. Ça me dit rien, Simon. Je suis désolé, je connais vraiment rien que sa première, avec sa fameuse question. Là, je me souviens plus c'était quoi la question ultime de l'univers et que j'ai un blanc de mémoire. Ça, c'est la vieillesse. Tu sais, au début, là, je me disais que c'était important de développer le cerveau. La lecture, ça nous aide à développer notre cerveau, qui est, en passant, l'organe le plus important de tout notre corps. Là. Oui, c'est 42, mais c'est quoi la question, les gars? Je me souviens plus de la question. C'est l'organe le plus important, c'est notre cerveau. Hein? Fait que développez-le. Hein? Je veux dire, c'est bien beau aller se développer des gros biceps là, au gymnase, là, puis des gros pectoraux là, pour impressionner les gens. Là. Mais ça, là, il faut le développer. Hein? Puis la lecture, ben, ça a été prouvé que ça le développe. Puis là, gars, je devrais lire plus parce que je commence à perdre des facultés de mémoire. Alors, parce que je me souviens plus de la fameuse question existentielle. Je me souviens plus c'était quoi la formulation de cette question. La grande question sur la vie de l'univers et le reste. La réponse, c'est 42. Merci, Franck. Une chance que j'ai des amis qui, eux, sont des grands savants. Dirty Jungle est une série sur Netflix maintenant. Ah, ben, je vais aller voir ça. Ça m'intéresse. Je suis toujours partant pour écouter une très, très belle série. Alors, 3 Chris, première lecture de l'année. Très bon. Pas pour tout le monde. Il faut aimer le style. Il faut aimer vraiment... premièrement, il faut aimer se faire parler de religion. Si on n'adhère pas à ce concept-là, ben, c'est un peu plate de se faire parler de christianisme et de chrétienté et de Saint-Suaire de Turin. Mais c'est vraiment une très, très belle BD à lire. Et c'est quand même deux auteurs extraordinaires que j'ai appris à connaître plus. Valérie Manjan, scénariste extraordinaire, Denis Bajram aussi, et Fabrice Nou, qui nous a donné Newman, une série en 3 tomes ou en 2 tomes au niveau de la science-fiction, que j'ai ici, que j'ai lu.
qui est vraiment très, très, très bien faite. Je commence à la connaître aussi parce que je sais qu'elle a fait d'autres choses. Alors, c'est l'avantage d'être encore jeune. Je peux connaître encore plus de trucs. Alors, ouais, ce qui fait le tour de mes nouveautés. Alors, ce qui fait le tour également de ce qu'on va avoir de disponible à la bibliothèque. Je vous rappelle que la bibliothèque est ouverte à tous les gens. Alors, toutes les personnes qui sont bien entendu proches de l'apocataire, vous pouvez venir ici. Ça coûte 15 $ par année pour s'inscrire. Vous avez le droit d'emprunter tout ce que vous voulez à la bibliothèque. Il n'y a aucun problème. Et puis, je terminerai encore une fois en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018. Et dans ces périodes sombres, je voudrais dire la meilleure façon de combattre cette ombre qu'on est en train de vivre en 2018, qui commence sur des chapeaux de roue avec notre ami américain qui continue ses pitreries. Ben, restez unis, restez avec les gens qui vous aiment, restez proches de ces gens-là, de vos amis. Je pense que la meilleure façon de combattre cette morosité-là, c'est ça. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Santé et bonheur à tous et une bonne BD surtout. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais ça me tente depuis quelque temps de parler de la série Le Triangle secret. Alors, il est fort probable que je vais vraiment parler du Triangle secret. Ça fait longtemps que je vais en parler. Mais je ne sais pas, je peux changer d'idée également. Alors, on verra. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Un petit j'aime, un petit partage. Ça fait toujours plaisir. Bonne année, bonne BD. Au revoir.